Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours sur la lettre à Ménécée d'Épicure. Aujourd'hui, nous allons voir qui était Épicure et nous allons également voir brièvement le contexte historique et géographique. Commençons tout d'abord par la vie dans les grandes lignes d'Épicure. Épicure est né en 341 avant Jésus-Christ et il est mort en 270 avant Jésus-Christ. Dans sa jeunesse, on sait peu de choses et les sources sont contradictoires. Il serait né soit à Samos, soit à Athènes et aurait commencé à philosopher extrêmement jeune, entre 12 et 14 ans. S'il se tourne vers la philosophie, c'est tout d'abord parce qu'il entre en conflit avec ses enseignants. Le conflit part d'une chose très simple, c'est l'explication que les enseignants lui donnent à ses questions sur l'origine du monde. Épicure s'intéresse déjà très tôt à la physique et à l'explication de l'origine des hommes. Et ses enseignants n'ont qu'une réponse à la bouche, qui est « il faut lire la Théogonie d'Hésiode ». La Théogonie d'Hésiode, qu'est-ce que c'est ? C'est un long traité mythologique qui a été écrit environ au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui traite de la création divine du monde. Dans cette explication divine, les hommes sont les descendants des titans, les dirigeants politiques sont les descendants des divinités, etc., etc. Cette explication religieuse du monde ne plaît pas à Épicure. Elle manque de cohérence et de logique pour ce dernier. Ce qui intéresse Épicure, en revanche, c'est une explication logique et cohérente. On pourrait dire une explication plutôt scientifique du monde. Et donc, à l'âge de 14-15 ans, il décide de partir tout seul à la recherche d'un enseignement qui lui plairait. Il s'en va à Théos. Il faut rappeler qu'Épicure est un autodidacte. Il apprend seul. Sa relation avec les enseignants est conflictuelle. De 18 à 20 ans, Épicure part à Athènes pour accomplir son service militaire. Et de 20 à 35 ans, on perd un petit peu sa trace. Selon les différentes sources, il aurait voyagé dans toutes les Cyclades. Il aurait fondé une école à Mytilène et une autre à Lampsaque. On sait aussi qu'à l'époque, sa mère est inquiète de le savoir si loin de chez lui. On le sait par des lettres notamment où elle le dit explicitement et qu'elle exprime son inquiétude. On peut donc imaginer qu'Épicure a voyagé à travers toutes les Cyclades. En moins 306, c'est la date à retenir. Épicure fonde son école à Athènes. Il achète pour 100 drachmes, qui est l'ancienne monnaie de la Grèce antique, un jardin et un bâtiment. C'est là qu'il fonde le jardin d'Épicure, qui deviendra l'épicentre de l'épicurisme. Donc retenez bien, moins 306, la date où Épicure fonde le fameux jardin d'Épicure. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a une carte qui reprend l'épopée théorique d'Épicure à travers la Grèce antique. Comme je vous l'ai dit, il serait né à Samos, ici en rouge. Puis, mécontent de son enseignement, il serait parti à Théos, un peu plus au nord, en orange. Ensuite, il serait allé à Athènes pour faire son service militaire. Enfin, il aurait énormément voyagé à travers les Cyclades et la mer Égée. Il aurait fondé ensuite 2 écoles, la première à Mytilène, la seconde à Lampsaque. Et enfin, il serait retourné à Athènes en 306 avant Jésus-Christ pour fonder le jardin d'Épicure. Les principales sources pour reconstruire son histoire nous viennent du doxographe Diogène Laërce. Mais qu'est-ce qu'un doxographe ? On pourrait dire que c'est un collectionneur biographe qui récupère les fragments de texte, les lettres, les témoignages concernant les personnalités illustres. Diogène Laërce écrit ensuite un traité où il relate la vie des philosophes illustres, explique leur doctrine et illustre son propos de tous les fragments et sources recueillies. Le livre de Diogène Laërce a pour titre « Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres ». C'est par ce livre du doxographe Diogène Laërce que nous avons connaissance aujourd'hui de la lettre à Ménécée. Faisons à présent un petit point sur ce fameux jardin d'Épicure en 306 fondé à Athènes. Particularité de l'école. Donc tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une école qui suit le courant de l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une sorte d'art de vivre philosophique qui nous enjoint à devenir heureux en choisissant les bons plaisirs. Plusieurs règles et particularités dans cette école. Premièrement, les disciples ne devaient pas s'occuper de politique, car la politique était vue comme néfaste
par les disciples d'Épicure et par Épicure lui-même. Deuxièmement, Épicure acceptait tout le monde, même les femmes, les esclaves et les étahirs, qui étaient des prostituées de haut rang. Ce fait est assez étrange pour être remarqué, car en effet, la majorité des écoles de philosophie n'étaient ouvertes qu'aux hommes de haut rang. Troisième point important, l'amitié était au centre de l'école. Si un disciple avait des ennuis, tous les autres devaient lui porter secours. C'était une sorte de marque d'assurance. Aujourd'hui, nous prenons des assurances pour nous protéger des aléas de la vie, mais en Grèce antique, l'amitié remplissait ce rôle d'assurance. Quatrième point, l'école cherchait la sobriété. De ce fait, les dépenses étaient rendues minimes. On y mangeait, on y vivait, et ce, pour très peu d'argent. L'idéal de sobriété allait avec l'idéal d'hédonisme. Les bons plaisirs ne doivent pas être des plaisirs qu'on ne peut plus assouvir au bout d'un moment. Par exemple, l'alcoolique, voulant toujours plus d'alcool, ne se rend même plus compte du plaisir qu'il y a à boire un petit verre. Or, celui qui cherche la sobriété et qui cherche le bon plaisir dans l'hédonisme pourra se contenter de peu. S'il a de l'eau fraîche, il sera aussi heureux que s'il a un petit verre de vin. Cinquième point, une petite contribution était demandée, vraiment petite. Épicure ne voulait pas perdre de disciples talentueux pour une raison d'argent, mais il souhaitait que son école soit autonome, d'où cette contribution. En effet, permettre le fonctionnement d'un établissement de ce type nécessitait d'avoir des rentrées d'argent, car il fallait bien entretenir les toitures, acheter du mobilier et acheter de la nourriture pour tous les disciples. Je finirai ce petit topo sur l'ambiance qui pouvait régner dans le jardin d'Épicure avec un exemple, celui de Mithrace. Nous avons vu qu'il était interdit de pratiquer la politique. Cependant, une deuxième règle stipulait que tout le monde pouvait venir dans le jardin d'Épicure, y compris les femmes, les prostituées et les esclaves. Or, que se serait-il passé si un homme politique avait demandé à être un disciple d'Épicure ? En effet, le jardin d'Épicure est censé pouvoir accueillir tout le monde. Mais en revanche, on n'a pas le droit de pratiquer la politique. On a donc là un homme qui va dans le sens d'une des règles, mais est en contradiction totale avec la deuxième. Eh bien, ce problème a eu lieu avec Mithrace, qui a demandé à avoir sa place au jardin, comme tous les hommes, tout en étant ministre des Finances du roi Lysimaque, un roi en lien étroit avec Alexandre le Grand. Mithrace a été accepté, étrangement, dans l'école d'Épicure, tout en étant ministre. C'est peut-être parce qu'il y régnait une certaine tolérance, et les règles n'étaient pas strictes, c'était plutôt des sortes de valeurs à suivre. Mithrace a certainement été mis en garde de nombreuses fois. La politique, qui amène à désirer toujours plus de pouvoir, d'argent et de célébrité, nous emmène dans un engrenage infernal où nos désirs sont béants. Plus on possède de choses, plus on en veut. Plus on a de pouvoir, plus on en veut. Or, si nos désirs grandissent exponentiellement, il est de plus en plus difficile de les combler. À un moment, cela devient même impossible. Ne reste alors que la frustration de ne pas avoir ce que l'on veut, doublée du risque de tout perdre. En somme, un pauvre qui devient un petit peu plus pauvre souffrirait moins qu'un riche qui perdrait tout. Or, si on vit comme un pauvre en étant riche, alors on n'a rien à perdre. Tel est l'argument des épicuriens pour interdire la politique. Mithrace demeure pourtant le ministre des Finances du roi Lysimaque, donc il occupe un très haut poste en rapport avec l'argent et le pouvoir. Malheureusement pour lui, le roi Lysimaque, qui est son employeur, décède. Mithrace se retrouve en prison et ruiné. La réaction d'Épicure et de ses disciples est alors assez surprenante. On s'attendrait à ce qu'ils laissent Mithrace dans sa prison puisqu'ils n'ont cessé de le mettre en garde contre cet emploi de politique. Et pourtant, suivant leurs valeurs de l'amitié, ils font libérer Mithrace de la prison et le ramènent au jardin où il peut jouir de la nourriture et du logement. Par cette histoire qui nous est parvenue toujours par plusieurs sources récupérées par le doxographe Diogène Laërce, on voit que les épicuriens font preuve de tolérance et que leurs règles sont plutôt une sorte de guide pour une vie heureuse qu'un ensemble de lois gravées qu'on est obligé de suivre.